Je pense que tout spectacle, mais même c'est un vaudeville, un classique, un contemporain, même de la danse, ce qu'on veut, on y met tous ces enjeux-là. Moi, je mets en scène, du coup, dans mon seul en scène, il y a beaucoup de Shakespeare. Et tous les jours, je dis du Shakespeare. Et si le matin, j'ai entendu qu'il y a eu des féminicides en France, que le FN arrivait premier au premier tour des élections, la façon dont je le dis change. Parce que tous ces enjeux-là font que ce que je dis change par rapport à ce qui s'est passé avant, pendant, etc. Alors ça, pour moi, c'est essentiel. À la fois dans la manière dont je travaille en collectif international, donc je travaille avec des personnes du Mexique, des Pays-Bas, d'Italie, plein de pays. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important de travailler avec les enjeux que les personnes amènent et de trouver ensemble un moyen de faire un théâtre très inclusif, parce que je crois que c'est vraiment important qui on met sur scène et à qui on montre les spectacles. Et ça, sur des enjeux de société, je pense que c'est essentiel de se positionner. Si ça oriente le travail, je sais que moi, ma génération, c'est des questions avec lesquelles on est quand même assez au clair et on grandit avec. Donc on ne fait pas de remise en question énorme sur nous, nos groupes d'amis. On peut les voir, on peut les dénoncer plutôt ou essayer de les alarmer quand on les voit. Je crois qu'on fait plus attention à être ensemble et à ce que faire du théâtre reste quelque chose dans le savoir-vivre et dans le fait d'être heureux et de s'amuser et d'essayer de ne pas travailler dans la douleur et dans la souffrance. Mais je crois que c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que quand on est une jeune compagnie, par exemple sur les questions écologiques dans lesquelles on parle beaucoup, en fait c'est assez inhérent à la vie de jeune compagnie. On recycle déjà des décors, on fait déjà des créations avec peu de moyens. On essaye de réduire quand on part en tournée, de réduire les choses, parce que de fait, ayant des économies assez précaires, l'écologie s'est imposée, et donc maintenant c'est très bien parce que ça devient généralisé. Mais je crois que quand on est une jeune compagnie et qu'en plus on travaille aussi entre amis qui sortent d'école, ce sont des questions qu'on a assez intégrées assez rapidement. Et la question se pose plutôt sur les productions un peu plus grandes ou dans des maisons qui ont des fonctionnements un peu plus établis. Bien, abordons maintenant le dernier chantier. Donc, j'invite les participants à me rejoindre. On l'a appelé « Et après ». Je t'en prie. Vous mettez là, tranquillement. Vous installez. Installez-vous. Bon, ce n'est pas le moment de conclure, en fait. C'est le moment de commencer. On a tous passé une après-midi un peu longue, avec beaucoup de sujets, des interventions toujours trop courtes, une petite frustration générale de ne pas avoir abordé tous les sujets. Encore une fois, vous avez la substance plus développée dans le rapport des assises. Mais la question qu'on voulait se poser, c'était après les assises, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a d'ailleurs commencé comme ça tout à l'heure, sur le chantier 1, qui relevait plutôt du paritarisme, puisque les syndicats qui étaient là se sont dit ouverts à ce qu'il y ait une réflexion partagée. Finalement, dans ce chemin que nous avons fait, on s'est dit comment faire en sorte que l'exercice de la responsabilité des metteurs en scène ne soit pas vraiment oublié et qu'on considère les metteuses et metteurs en scène comme étant des acteurs d'une nécessaire transformation, puisque le consensus a été établi que, alors la crise, on en parle depuis longtemps, mais là, elle est quand même particulièrement aiguë. Elle est aiguë économiquement, elle est aiguë socialement, elle est aiguë politiquement, ça a été dit autour des questions de censure, de liberté de création. Elle est aussi aiguë dans la relation entre l'institution et les artistes, entre les artistes eux-mêmes. Et encore une fois, ce qui a été extrêmement fort dans les assises, c'est le hiatus qu'on a constaté entre un sentiment de grande solitude des unes et des autres, et en même temps, la joie, je dirais, toute simple, d'enfin partager quelque chose dans la réflexion, y compris dans les propositions les plus structurantes ou les plus farfelues, mais parfois le farfelu a des vertus. Donc on va essayer de se poser cette question avec vous aujourd'hui, pour conclure. Marie-Pia Bureau est ici plus au titre de l'Office national de diffusion artistique que comme ayant fait la synthèse d'un atelier, puisque tu te situes, Marie-Pia, au carrefour. En fait, oui, tu peux prendre le micro. Tu te situes au carrefour, toi, de beaucoup d'entités, de
de parcours, de vie, de jeunes générations, de moins jeunes, etc. Et le point qui est remonté véritablement de nos enjeux, c'est la question du respect et de la considération. Est-ce que tu peux faire la synthèse de ta synthèse autour de cette question et nous dire comment toi, à l'endroit d'où tu parles, c'est-à-dire à l'Office national de diffusion artistique, tu perçois ça et est-ce que tu peux tracer une voie de solution? Alors, solution, je ne sais pas, mais il y a sans doute à tracer, ouais. Mais au sens presque de ski, quoi. Faire une première trace, donc quelque chose où le chemin, il est pas clair. Et probablement d'ailleurs qu'aujourd'hui, en fait, on a été habitué, je pense, le monde du spectacle vivant, à ce qu'il y ait une voie dans laquelle tout le monde s'engouffrait. On savait peut-être pas très très bien la nommer, mais tout le monde marchait dans le même sens. Et ça allait de soi. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ça ne va plus de soi, en fait. Ce qui nous rassemble, ce qui fait ciment, ce qu'il y a à construire, ce qu'il y a à tracer. C'est ça qu'on voit. Et dans l'atelier responsabilité des assises, c'est ça aussi qui s'est exprimé. C'est que dès qu'on parle de diversité, dès qu'on parle d'inclusivité, dès qu'on parle de refaire culture pour toutes et tous et toutes, mais alors c'est qui ce toutes, etc. Tout ça, ça nous amène assez vite à des points de contradiction possibles, et c'est pas grave, et des réarticulations nécessaires. Et c'est ça qui s'est exprimé dans ces assises et c'est ça que j'entends en fait tous les jours à Londa. Alors c'est dommage parce que ça vient sur un vent de tensions économiques terribles, mais de toute façon, tension économique ou pas, il y a besoin de bouger. De toute façon, si on ne bouge pas, c'est le mur assuré. Donc il faut se déplacer, il faut être en mouvement en ce moment, sinon on va servir de cible. Et donc il y a des choses absolument à recomposer. Et ce qui fait ciment aujourd'hui, ça s'articule, je trouve, beaucoup autour de ces questions-là. C'est quelles sont les grandes questions qui animent la société? Il y a vraiment des questions de démocratie qui sont entendues autrement qu'il y a une trentaine d'années. Et puis aussi la manière dont on se représente le monde. Regarde, on a pensé, je termine juste là, on a pensé tout le temps des centres. Alors on a des centres d'art partout, on a des centres dramatiques, etc. On est en train de sortir de cette pensée du centre en fait. Et donc ça veut dire qu'on a pensé un modèle et que probablement aujourd'hui c'est des voies et des expérimentations à mener. Il y a la question du multiple à prendre en compte. Quand il y avait un mouvement unique d'une certaine manière. Et ça, c'est complexe. Et je pense qu'on est tous en train de switcher et qu'il faut... faut bouger, il faut aller vite, c'est ma dernière phrase, mais en même temps, il faut aussi se faire baisser un peu la pression parce qu'on ne change pas comme ça de structure d'un coup. Donc, il faut du débat. Alors, on le fait à Londa, ça s'est fait aux assises de la mise en scène. En fait, il y a ultra besoin de se parler, de s'ajuster tout le temps. Alors, et d'avancer ensemble. Sur ce plan, est-ce que tu as distingué dans ton expérience sur 8 éditions des effets générationnels aussi dans le ressenti et les réponses? Ben oui, ça m'a surpris. Moi, j'ai identifié quelque chose dans les ateliers. Alors, quand des très jeunes sont venus, qu'il y avait vraiment une scission entre des très jeunes, quand je dis des très jeunes, c'est jusqu'à 25 ans, et les autres. Pour un 25 ans, possiblement un 28 ans, c'était déjà un boomer. Ce que je veux dire, c'est que ceux-là exprimaient beaucoup quelque chose qui est... de toute façon, on ne va pas avoir de place dans votre truc, on l'a intégré, il faut qu'on recompose nos outils, nos façons de penser, nos représentations. Et au fond, même si on avait une place, on n'est pas sûr d'avoir envie d'une place dans ce système-là qui va nous assigner à des postures dont on n'a pas envie. Et ça, à chaque fois qu'il y avait des jeunes gens, et en fait il y en a eu très souvent parce qu'il y a des écoles de formation, tout ça dans plein d'endroits, c'était très très net. Alors, tu as dit qu'il faut décentrer le centre. Quand on dirige un centre dramatique national, Julie Deliquet, on a une responsabilité qui va au-delà de son simple projet, j'imagine.
quelle est la relation que tu imagines avec l'ensemble de l'écosystème, les compagnies, le territoire? Est-ce que c'est une composante essentielle pour toi? Est-ce que l'outil est adapté aujourd'hui à ce que vient de décrire Marie-Pia, c'est-à-dire une façon de reformuler en fait le rapport entre les artistes et les lieux? Déjà, quand on dirige un centre dramatique national, c'est qu'on est artiste nous-mêmes et qu'on va repartir probablement en structure après et en compagnie. Donc il y a cet ADN-là. Là, moi, je peux parler de 2 temps de crise. Je trouve que c'est la difficulté et toute le côté en même temps très fertile de ces moments de prise de parole. C'est que dans les temps de crise, il y a des moments difficiles qu'il faut partager et qu'il faut désinvisibiliser. Et moi, j'ai pris mes fonctions dans la crise sanitaire, donc j'ai appris à regarder les autres qui dirigeaient les 37 autres centres dramatiques. J'ai appris par leur réactivité à eux et qu'ils n'ont parlé que des équipes artistiques et comment leur venir en aide. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté, des fois, on a aussi l'image de quand on est en compagnie et qu'on finalement, même si on a été artiste associé, on méconnaît des fois les réalités des uns et des autres. Et je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est le fait de se parler. Moi, j'ai été très vite programmée avec d'autres collectifs où on a travaillé non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Seulement, on partageait la face visible de nos activités. La face invisible, je m'apercevais que moi, j'étais en collectif, mais que finalement, j'ai peu discuté avec les autres metteuses en scène et metteurs en scène de ma génération et que j'ai appris ça dans un centre dramatique, c'est-à-dire partager aussi les galères, les questions, les crises de foi, parce qu'on en a eu beaucoup après la crise sanitaire. Et là, je trouve qu'en tant que crise, c'est aussi ce qui s'est passé au sein des HAC, c'est-à-dire les chartes de bonne conduite, vraiment dénoncer les inégalités, les mauvaises pratiques. Peut-être aussi partager aussi, de dire ah ben maintenant que j'entends ça, c'est vrai que moi à mon endroit je me rendais pas compte. Comment on peut faire mieux ensemble, mais surtout éviter d'être les uns contre les autres, parce que c'est aussi le phénomène vraiment dangereux d'une crise. Mais ils sont où les espaces de dialogue? Mais les espaces de dialogue, ils sont partout, pour le coup. Si on continue à en prendre soin et qu'on en invente d'autres. Ce qui est remonté des assises, c'est qu'on arrivait à créer un espace de dialogue qui permettait à chacun de sortir d'une forme de solitude. Il n'y a pas de romantisme, hein. On a fait ce qu'on pouvait et tous les metteurs en scène de France et les metteuses en scène de France n'étaient pas là. Mais il y a quand même un espace du commun qui s'est fabriqué. On a le sentiment qu'aujourd'hui, cet espace du commun, il n'est pas formalisé, il n'est pas là, il n'existe pas. Donc, est-ce que le centre dramatique pourrait être un espace du commun dans une autre approche de sa relation avec les artistes du territoire, par exemple? Mais il est quand même à un endroit très fort pour ne serait-ce que la présence artistique et la permanence artistique qu'il incarne, les jeunes troupes, les 230 artistes associés, le fait d'être en lien quand même quotidien avec un territoire et avec des artistes qui font un travail de création, de transmission et d'enseignement, c'est un endroit où il y a quand même une circulation permanente de la question de comment sortir de l'idée du produit pour mettre en avant la question de la production et la question de la relation qu'on entretient avec un territoire et avec des habitants et des habitantes à qui ce centre dramatique aussi appartiennent, avant tout d'ailleurs, puisque c'est eux qui restent. Les artistes, nous sommes de passage. Et comment on pense cette chose-là, non pas pour inventer un modèle qui deviendrait réducteur et pouvoir penser qu'est-ce que c'est que l'exigence artistique avec la démocratisation culturelle. On n'a pas une réponse toute faite. On crée des endroits où la question de la rencontre est possible et pouvoir aussi avoir un temps d'avance parce qu'on se parle, de se dire tiens, comment on peut auto-écrire une charte de la diversité, de la parité, comment on peut se mettre au travail sur une charte sur la parité, comment les questions d'égalité doivent être incarnées. Mais pour ça, effectivement, ça doit bouger en permanence. Autrement, ça ne marche pas. Merci. Pierre Pradinas, metteur en scène, avec une vie de compagnie, à compagnie bien diffusée par le réseau de diffusion, si je ne me trompe pas. Ensuite, direction d'un centre dramatique national. Ensuite, compagnie. Est-ce que tu es le même metteur en scène à chaque fois? Est-ce que ta définition de ton métier, c'est la même à chaque étape de ce parcours? Ça commence bien. Si, il y a un truc qui pour moi est net quand même, c'est que on commet un acte artistique quand on est metteur en scène. On fait quelque chose d'unique qui est une œuvre d'art. Et donc, je me suis rendu compte que plus on accédait à des outils fiables,
comme les centres dramatiques nationaux, par exemple, eh bien, on avait la possibilité d'élargir comment dire, le champ d'activité d'un théâtre. On a les moyens d'aller beaucoup plus loin que dans son propre travail de metteur en scène. C'est-à-dire que le champ de ta responsabilité augmente. Voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup d'avantages au sens artistique, là, je veux dire pas de diriger une structure comme ça en tant que metteur en scène. Parce que comme je suis metteur en scène, j'ai un certain regard sur les choses. Alors, on dit toujours que oui, les artistes, de toute façon, c'est impossible, ils sont trop distraits pour diriger ce genre de structure. Alors que c'est faux. Ça veut dire énormément d'avancées, disons, dans le domaine de la création théâtrale ont été inventées par des metteurs en scène et tout ça. Et aujourd'hui, on les met un peu à l'écart, je trouve, des endroits de décision. C'est-à-dire que, sauf... Tu veux dire que les artistes seraient un peu spectateurs de la modification, de l'évolution du spectacle en France, sans en être les acteurs, puisque c'est exactement le thème de la table ronde. Mais quand j'entends parler de couteau suisse, par exemple, je trouve que la comparaison est juste. On parle de produits, on parle de... Et en fait, c'est quand même un casse-tête. Ça l'a toujours été, même à la tête d'un CDN, pour d'autres raisons, de monter, de diffuser largement des spectacles. Et donc, le couteau suisse, c'est un objet, quoi. C'est pratique, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'un metteur en scène se transforme en couteau suisse. C'est inquiétant, quoi. D'accord. Voilà. Sachant qu'on a eu un peu de mal à définir la fiche de poste depuis le début de cet après-midi, et que couteau suisse, finalement, ça nous permet d'en faire plusieurs. C'est vrai, donc voilà. Je plaisante. Ok. Dans ce sentiment de déconsidération qui s'est exprimé, à tort ou à raison, mais en tout cas il est là, il existe, il faut le prendre tel qu'il est. Joël Brouche, qui est directeur de l'Office artistique de Nouvelle-Aquitaine, et qui donc développe une politique très de territoire qui est très puissante dans cette région. C'est un peu comme l'ONDA, c'est-à-dire c'est une structure qui se trouve au carrefour de tous les acteurs d'une certaine façon. Après une journée comme ça là, puisque tu étais arrivé dès le début, tu as entendu tout ce qui s'est dit, quelle est ta réflexion, éventuellement ta proposition sur ce que les metteuses et metteurs en scène doivent aujourd'hui apporter à la refonte du système? Moi, je n'ai pas envie de rajouter au cahier des charges des metteurs en scène. Je trouve que c'est beaucoup déjà. Déjà, ils font beaucoup. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, puisque j'ai lu dans les synthèses que tu avais eu l'amabilité de me transmettre, c'est qu'on est malgré tout dans un système qui nous met tous en difficulté et que ce sentiment de déconsidération, je pense que tous les acteurs de la culture le vivent chacun à leur endroit, qu'on soit directrice ou directeur de lieu, compagnie, metteur en scène, chargé de production, représentants de l'État, on est chacun à des endroits de déconsidération permanente. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est comment on passe demain d'un système à un écosystème, c'est-à-dire un endroit où il y a non plus une dépendance des uns aux autres, une asymétrie de la relation, mais une vraie interdépendance. C'est ça, un écosystème. Et moi, je suis frappé, touché, ému, mais désolé aussi quand j'entends des artistes qui quémandent aujourd'hui des compagnonnages avec des lieux culturels quand on devrait considérer que les artistes puissent habiter les théâtres, mais plus globalement puissent habiter les territoires. Et c'est cette vraiment notion d'ancrage territorial qui est essentielle. Comment faire en sorte que demain les artistes ne soient pas associés à des modèles économiques qui les obligent à être dans le productivisme, produire et diffuser du spectacle pour être reconnus, pour faire son économie. C'est ça qui ne fonctionne plus et qui nous met tous en tension. Donc moi, ce que je reconnais dans cette magnifique initiative qui a été la vôtre, c'est qu'elle permet de relier différents acteurs qui ne sont pas toujours au même endroit, au même moment. Et ça, c'est essentiel. C'est un travail que fait l'ONDA régulièrement. C'est un travail qu'on essaie de faire, nous, dans nos agences régionales, chacun avec nos missions différentes. On a aujourd'hui des problèmes économiques. Toutes les collectivités sont touchées. Alors on peut accabler l'État, on peut accabler certaines autres collectivités. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est dans un système de décentralisation qui n'a pas fait son œuvre et qu'il
on gagnerait demain à ce que les collectivités territoriales, puissent choisir leurs compétences plus librement, puissent avoir plus d'autonomie financière et dépendre moins de dotations d'État ou d'une fiscalité qui n'est pas toujours maîtrisable. On le voit pour les régions. Aujourd'hui, indépendamment de la baisse des dotations d'État, elles sont aussi soumises à des baisses de recettes propres qui sont liées à une fiscalité particulière qui les amène à avoir une incapacité d'action grandissante. Alors certaines collectivités l'assument avec cynisme et en font même un moyen pour régler des comptes à la culture, mais la plupart des élus que je connais sont dans des situations désespérées et je peux vous dire qu'ils ne sont pas très heureux quand ils sont obligés de couper tout ce qui permet de faire du lien dans les territoires. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de porter, nous, comme action dans notre territoire avec une agence comme la nôtre. J'aime pas le mot agence, mais c'est comme ça qu'on est qualifié, puisqu'il faut bien appartenir à des familles, puisqu'on est dans un système où on doit forcément appartenir à une famille. Et puis je finirai en disant qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place un écosystème dans lequel on soit sur la véritable économie du réel, alors que trop souvent, par la politique des subventions, on n'est que dans des économies forfaitaires. Et débrouillez-vous avec ce qu'on vous donne, et quand quelqu'un se désengage, par choix ou par contrainte, la personne qui recevait les subventions doit se débrouiller toute seule. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive collectivement à combattre. Alors, ce n'est pas ici qu'on a à se convaincre entre nous, parce que je crois que si on accepte de passer une journée avec vous, si certains d'entre nous ont suivi les étapes de ces assises, c'est parce qu'on a ces mêmes valeurs. Mais plutôt que de travailler sur des dispositifs, je pense qu'il faut qu'on se remette à travailler sur des dispositions communes. Qu'est-ce qui fait commun entre nous? Quelles sont nos valeurs? Et si on arrive à ça, alors on pourra être des forces de proposition opérantes. Christopher Miles, en tant que directeur général de la création artistique, cet appel au travail en commun, cet appel à la reconsidération des artistes, ce constat établi d'une forme de solitude et de difficulté à construire du dialogue entre pairs et avec l'institution, comment le ministère peut l'entendre et y répondre? Oui, donc, ça marche? Ça marche. Ça marche. D'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes pour cette initiative qu'on a soutenue et dire à quel point pour nous ça va être précieux, puisque ça va nous permettre de relancer un travail et un dialogue très important. J'ai bien entendu aussi ce qu'était ou ce que n'était pas, ou toutes les facettes du metteur en scène, qui est à la fois un porteur de projet, un regardeur, un créateur de liberté dans les contraintes, un créateur de contemporain, un transmetteur de patrimoine, qu'il a besoin d'avoir une éthique et une forme de responsabilité sociale qui soit partagée. Évidemment, je ne peux que dire qu'on y travaille et on y réfléchit depuis des années, puisqu'on a encore récemment travaillé à une réforme de l'aide aux ensembles et compagnies qui nous a permis d'aider quand même près de 200 compagnies de plus ces dernières années en rajoutant de l'argent. Mais évidemment, l'argent va devenir une question. Je ne vais pas me voiler la face et considérer que les années qui viennent vont être des années prospères. Donc ça veut dire effectivement retravailler sur cette notion de lien, retravailler sur cette notion de transversalité, retravailler aussi sur cette question de transmission, en essayant d'imaginer aussi qu'il faut sortir de la relation traditionnelle du maître et du disciple et imaginer aussi une circulation qui travaille aussi sur les latéralités, qui travaille aussi sur le respect mutuel, en se disant qu'aujourd'hui, les maîtres ont autant à apprendre de leurs élèves que le contraire, et que ce respect, il travaille aussi, comme le rappelait Marie-Pia, sur un travail sur les lieux, et sur la manière dont les lieux sont habités, et pas seulement le soir, mais aussi dans la journée, sur la manière dont ils rayonnent sur les territoires, et sur la manière dont on va pouvoir ensemble accompagner la transformation de ces lieux et la transformation des relations aux équipes aux lieux dans un affrontement avec les mutations terribles que nous allons traverser. Les mutations environnementales, on y travaille, les mutations technologiques et les mutations dans la relation même qu'on se construit quasiment dans les connexions synaptiques avec le spectacle vivant, avec la question de l'économie de l'attention. Mais une attention, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler du care. C'est la manière dont aujourd'hui l'État, les collectivités font attention au territoire en se disant que ça ne sert à rien et c'est pas très productif de travailler sur des oppositions stériles, centre-périphérie, plus jeunes, moins jeunes, émergents confirmés,
maître-disciple, mais qu'il faut remettre effectivement de la circulation dans tout ça. Ça veut dire une révision des catégories, y compris dans l'approche du ministère vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Alors, la révision des catégories, on s'y met tous les 10 ans. On y travaille aussi parce qu'il faut retravailler la notion de résidence, retravailler la manière dont les résidences se diffusent sur le territoire. On travaille aussi évidemment avec l'ONDA sur la manière dont on articule les problématiques de diffusion. Parce que quand je suis arrivé sur ce poste, je me suis dit qu'il y a un problème sur la production. Et en réalité, je me suis aperçu, après avoir commandé un rapport et travaillé avec les équipes, que le vrai problème, c'est bien celui de la diffusion, c'est bien celui des marges qui sont disponibles pour diffuser, c'est bien la manière dont s'organisent les circulations, les itinérances, et le dépassement de logiques qui ne soient pas que purement économiques, mais qui travaillent aussi sur la manière dont le lien se tisse dans les territoires, avec les habitants et à toutes les générations. Ça commence à la maternelle et ça se termine à l'EHPAD. Alors, avant d'aller à l'EHPAD, travail. Bien que on a encore un peu de temps. Je te remercie. On a un petit peu de temps. Il a été noté qu'il n'y avait pas uniquement une tension économique. C'est pas qu'une question de moyens. Il y a aussi une question politique. On a évoqué une parole désinhibée des élus, une montée de la censure ou de l'autocensure en conséquence. Là, on attend de l'État qu'il joue son rôle de protection, en vérité. On s'y est mis. Hein. Le plan liberté de création, il est sorti. Le haut fonctionnaire à la liberté de création, il va être désigné dans les 4 semaines qui viennent. Ce sera peut-être plutôt une haut fonctionnaire d'ailleurs. Le guide de la liberté de création, on est en train de le préparer. Et évidemment, on va travailler avec l'ensemble de nos agences et l'ensemble de nos DRAC pour que ce principe soit respecté et soit concilié avec cette notion d'engagement républicain qui, par certains aspects, pourrait être nocive, parce qu'un metteur en scène, c'est évidemment quelqu'un qui crée du commun, mais c'est aussi quelqu'un qui dérange, mais c'est aussi quelqu'un qui porte une voix différente, mais c'est aussi quelqu'un qui interpelle, mais c'est aussi quelqu'un qui pose des questions qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Donc la tension économique accentue l'urgence de certaines réformes, si j'entends bien. Les réformes, de toute façon, elles sont permanentes. Guylain Gauthier, on a commencé cette journée, cet après-midi, en parlant des conventions collectives, en se disant qu'il y avait un problème de définition de la fiche de poste, du métier, et il y avait un problème aussi de reconnaissance du travail, de la durée du travail. Et les syndicats qui étaient là ont visiblement estimé que c'était vrai et qu'il fallait dialoguer. Donc je me tourne vers la fédération CGT du spectacle, à laquelle est affilié le syndicat des metteuses et metteurs en scène, en disant qu'est-ce qu'on attend finalement. Il faut se mettre au travail dès demain sur ces questions-là. Si on considère que les metteuses et metteurs en scène, de par leur fonction, de par la responsabilité qu'ils ont, ça a été dit à plusieurs niveaux, sont des leviers en fait de la transformation de l'écosystème. Ils ont des responsabilités d'employeurs indirectes la plupart du temps. Ils ont des responsabilités d'autorité. Ils ont aussi des choix qui ont des conséquences. Notamment, on a parlé de la transition écologique. Ça veut dire qu'il faut consolider leur définition et leur protection. Oui, tout à fait. Après, je pense que cette étape que sont les assises, c'est la bonne première marche pour ça. Nous, on aime bien à la CGT consulter nos adhérents avant de poser des choses dans les conventions collectives. Après la période, on pourra avancer dans les conventions collectives très certainement avec aussi nos employeurs. Après, il ne faut pas se leurrer sur la période. Tout se tient. On n'a pas de conditions sociales satisfaisantes s'il n'y a pas d'argent public dans nos secteurs. S'il y a un effondrement des moyens publics, comme c'est le cas, et la belle surprise que nous a faite la ministre la fin de semaine dernière est encore un bel exemple, eh bien, nous n'avons pas d'augmentation de salaire, nous n'avons pas de minimum de rémunération pour les metteuses et metteuses en scène. Nous avons des relations compliquées avec les employeurs parce qu'ils ne peuvent pas dans cette période avancer sur les conditions sociales tant que la condition du fonctionnement de nos secteurs n'est pas posée et que les moyens ne sont pas en face.
Quand tout à l'heure, Sylvie Robert nous dit la première clé de la liberté de la création, c'est les moyens publics. C'est les moyens qu'on alloue aux créateurs pour vivre de leur métier. Et ben, ce discours-là, il faut qu'on l'entende. Là, on a besoin, après ces assises, et peut-être que le metteur en scène, c'est là où on l'attend, la metteuse en scène, c'est là où on l'attend. Après ces assises, on a besoin que la parole commune du spectacle soit défendue dans ce pays, parce que c'est en train de s'effondrer de partout. De partout. Et moi, je ne souhaite pas accabler l'État ou les collectivités territoriales. N'empêche qu'elles portent une lourde responsabilité dans les choix politiques qui sont faits pour nos secteurs. Il y a des choix politiques qui sont faits. Le pass culture, la part individuelle du pass culture, c'est 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Et pour nos secteurs, pour la création, on nous ampute de 50 millions d'euros. 41 millions. Et après, il y a des jeux de passe-passe, Christopher. Mais ça, enfin, on peut en discuter. Mais ça fait quand même 2 ans que c'est une catastrophe. On va en discuter. Ça fait 2 ans que c'est une catastrophe. Et ça fait 2 ans qu'on multiplie sur les départements, sur les régions, des baisses de financement public pour l'ensemble du spectacle. Là, ce qu'on est en train de voir depuis plusieurs semaines dans les assises de la mise en scène, c'est quoi? C'est pouvoir vivre de vos métiers, pouvoir présenter des œuvres à un public. Et pour ça, on a besoin de moyens publics. Donc moi, j'attends les réponses de l'État, puisque la ministre, lors du CNPS plénier, n'est même pas capable de nous annoncer des baisses. Elle l'annonce au Sénat. Je veux bien avoir des réponses par rapport à ça. Je veux bien répondre tout de suite. Au stade où on en est au Sénat, le budget de l'État ne baisse pas. Ben, je vous le dis et je vous le confirme. Normalement, ça sera annoncé dans le courant de la semaine. Mais compte tenu de ce que la ministre a décidé, des amendements qui ont été posés, le budget de la création artistique ne baissera pas d'1 euro. Bon, merci de cette annonce que chacun vérifiera évidemment. Il est clair que là, Guilherme a appelé au budget de l'État, mais il a parlé globalement du financement public. De l'État. De l'État. Après, je ne peux pas m'engager sur les collectivités. C'est pour ça que j'y viens. Alors, je sais que Joël ne représente pas directement une collectivité, tu es dans une agence régionale, mais ne pas oublier quand même l'importance de l'intervention des collectivités, à la fois dans le soutien au parcours des artistes et en même temps dans le dialogue avec l'État. De toute façon, les chiffres sont connus de tous. Je crois que c'est à peu près 75% du financement public de la culture passe par l'ensemble des collectivités. Donc il y a une dilution d'ailleurs des soutiens qu'on appelle les financements croisés. Moi, que je préfère appeler les financements conjoints, parce que quand ils ne font que se croiser, c'est pas bon signe. Mais et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est, moi j'y vois une richesse parce que ça promeut des initiatives, ça a permis des expérimentations, ça a permis à tout le monde de jouer le jeu de la culture. J'y vois une limite aujourd'hui, c'est que personne n'est responsable de rien en fait. Et je le redisais, on est quand même dans un système où beaucoup de collègues passent leur temps dans des copiles, dans des cotec, avec l'ensemble des partenaires à expliquer leurs projets, leur budget. Et puis si dans ces copiles, une collectivité annonce un désengagement total ou partiel, les autres n'ont pas la possibilité d'évoluer. Donc c'est le porteur du projet qui se retrouve en fragilité. C'est ce système-là aujourd'hui qui est totalement dégradé. C'est pour ça que nous, on défend l'idée d'ancrage territorial, parce qu'il permet, quand les artistes habitent un territoire et qu'ils y sont ancrés, ils peuvent lever l'ancre s'ils veulent partir, bien évidemment, mais ça leur permet d'avoir une diversité, une légitimité politique, sociale, une diversité d'actions, une reconnaissance qui permet de relativiser la nécessité de créer du spectacle pour faire l'économie de son activité ou voir l'économie de sa survie. Et je crois que ça serait bien si on arrivait à détendre un petit peu cette pression qui pèse sur tout le monde. Quant aux collectivités, malheureusement, moi je vous rejoins, les perspectives à 3-4 ans sont extrêmement préoccupantes. D'abord parce qu'on va traverser toute une séquence électorale qui justifie qu'on ne prend plus aucune décision. On ne sait pas ce qui va sortir des urnes, mais on peut être très inquiet, que la situation mondiale se dégrade et qu'une grande partie des difficultés de la France dépendent aussi du contexte mondial. Donc c'est vrai que la culture doit se retrouver autour d'autres valeurs et rapidement, sinon on va être, à mon avis, en situation de très très grande précarité.
Merci. Encore une question, Christopher Miles, et ensuite je vous propose de laisser le mot de la fin de cette table ronde aux deux artistes qui sont sur ce plateau. Les Assises ont produit un rapport avec beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Merci d'y avoir apporté une aide et une attention. L'étape suivante, avec le ministère, c'est un débriefing du rapport ensemble. Ça peut tout à fait se faire, en effet. Et puis, on a aussi des instances qui vont nous permettre d'examiner l'ensemble des propositions qui sont faites. On a un bureau du CNPS, on a une instance de dialogue social permanent, et évidemment, ma porte est toujours ouverte. D'accord. Je rappelle que l'objectif, c'était aussi que les organisations professionnelles s'emparent des constats et des propositions, en fassent leur miel, et surtout ensemble. Puisqu'il a été dit très clairement que personne seul ne pouvait apporter de solution à l'état des lieux qui a été fait. On va bientôt arrêter ce premier compte-rendu, j'ai envie de dire, avant de laisser là un mot au président du SNMS pour conclure. Pierre, on a fait un exercice en début d'après-midi. J'ai demandé à chacun qui était là, aux trois rapporteuses, à Laurent Atta et à Cyril, de donner 3 mots. Alors on va faire plus simple. Un mot pour qualifier les assises. Un mot. C'est de l'impro, hein. Ça se voit. Allez, bon, je dis un truc banal. Hein. Échange. Échange, très bien. Julie, on va faire la même chose. C'est aussi de l'impro. Oui, je dirais partage ou solidarité. D'accord. Donc c'est le message qu'on va retenir pour la suite des discussions entre pairs et entre organisations. Et on va vous remercier pour cette table ronde. Je crois qu'il y a une petite vidéo. Donc non, il n'y en a pas là à cet endroit-là, c'est direct. Ok. Et Cyril Legris va nous rejoindre pour nous dire le petit mot qui va bien. J'en profite pour remercier très chaleureusement Cyril Legris, le président du syndicat, toutes les équipes du syndicat, Violette de la Fac, Pablo Matex, Dina El Ghebali, toute la commission qui m'ont fait confiance pour diriger ce programme. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi, nous plutôt bonne. Et quant à moi, avec mon grand âge, je ressors plutôt plein d'espoir de cet échange. Donc merci de votre attention. Cyril, c'est à toi. Bien, je vais inviter toutes les équipes à me rejoindre, des assises et du conseil d'administration du syndicat. Ne vous précipitez pas, ne tombez pas, venez tranquillement. Parce que vous l'avez compris, ces assises, elles ont été bien sûr une œuvre collective, et j'aimerais aussi que tous ceux qui ont participé puissent nous rejoindre sur ce plateau. Vous cachez pas derrière moi. Bien, les assises nationales de la mise en scène, vous l'avez compris, représentent bien plus qu'une simple rencontre entre professionnels. Elles incarnent une manifestation inédite par son ampleur et son ambition, fière d'avoir réussi à réunir les metteuses et metteurs en scène de tout horizon sur l'ensemble du territoire, y compris d'outre-mer. Elles ont créé une dynamique collective passionnante qui a permis, en échangeant sur nos expériences, de collecter une matière d'une grande richesse pour accompagner l'évolution de notre art. Elles offrent une plateforme unique pour échanger et réfléchir aux enjeux qui nous touchent toutes et tous. Elles reflètent, au-delà de la pluralité de nos esthétiques et de nos disciplines, notre engagement commun envers cet art vivant,
profondément ancrée dans la société. Je tiens à remercier chaleureusement les nombreuses organisations professionnelles et institutionnelles qui sont présentes ici ce jour et qui témoignent pour nous d'un engagement concret envers notre profession et envers celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour faire vivre la culture. Je remercie également du fond du cœur l'équipe des Assises, également l'équipe qui sont mes collaborateurs proches sur ces Assises, Stéphane, Dina, Violette, Pablo et Jean. Mais également tous les membres de cette commission assise qui a tant travaillé, tant œuvré pour que ces assises voient le jour au sein de notre conseil d'administration. Et je n'oublie pas non plus nos 3 rapporteuses, Gwenola, Olivia et Marie-Pierre. Dès à présent, vous l'aurez compris, les 5 chantiers prioritaires qui ont été exprimés cet après-midi nous appellent à des travaux et à des actions qui relèvent de plusieurs catégories. Tout d'abord, sur les questions relatives à notre statut juridique et social d'artiste et d'auteur, ainsi que sur le cadre réglementaire et les conditions de travail dans lesquelles nous exerçons notre profession, nous allons engager dans les meilleurs délais des négociations avec les partenaires sociaux, les institutions représentatives et l'État. Ensuite, sur le chantier de la formation initiale à la mise en scène, nous sommes prêts à collaborer avec les ministères concernés, les établissements d'enseignement supérieur et les conservatoires. Il faut aider à développer les programmes de formation qui répondent aux besoins des futures metteuses et metteurs en scène. Nous serons particulièrement attentifs à certains éléments de cette formation, comme la question de la diversité, qui a été de nombreuses fois citée cet après-midi et lors de ces assises. Car pour nous, si nous voulons une culture accessible à toutes et à tous, il est essentiel que les conditions d'accès à la formation à la mise en scène puissent être également accessibles à toutes et à tous. Car sans cela, il n'y aura pas d'autre moyen pour représenter tous ces imaginaires sur scène. Et nous en avons besoin. Pour autant, les écoles ne sont pas la seule réponse à la formation initiale. Il faut pour cela d'autres dispositifs comme celui de la transmission et le renforcement de ces dispositifs comme celui du compagnonnage pour permettre aux jeunes professionnels d'apprendre directement des praticiens expérimentés. En ce qui concerne la formation continue, il est important d'encourager la mise à jour régulière des compétences artistiques et techniques des metteuses et metteurs en scène. Nous travaillerons en lien avec les organismes de formation, l'État et les collectivités territoriales. Enfin, sur les combats qui sont à mener pour une nouvelle éthique de la scène, nous constituerons un groupe de travail composé de metteuses et metteurs en scène, ainsi que de juristes, pour accompagner et aboutir à la création d'une charte déontologique du métier. Cette charte permettra d'identifier, mais aussi de clarifier nos valeurs et nos principes éthiques que nous souhaitons collectivement promouvoir dans la pratique de la mise en scène, tels le respect de la personne, l'engagement envers la diversité et l'inclusivité, ou notre responsabilité sociale et environnementale. Une fois établie, cette charte sera diffusée pour donner lieu à des sessions d'évaluation. Alors, je crois qu'on l'a beaucoup répété cet après-midi, mais nous le savons, nous vivons dans une époque complexe où les défis semblent tous les jours plus nombreux. Et c'est dans ce contexte que je lance un appel à toutes et à tous, pour que la dynamique de ces assises perdure, que nous œuvrions collectivement à l'aboutissement des 5 chantiers qui ont été dégagés de cette consultation nationale. Je n'oublie pas également l'urgence d'agir alors que des coupes budgétaires drastiques frappent la culture, mettant en péril notre écosystème et l'accès à la culture de tous et de toutes. Nous sommes fiers de mener ces combats collectivement au sein de la Fédération CGT du spectacle. Par ces engagements pris devant vous, nous, Syndicat national des metteuses et metteurs en scène, témoignons de notre attachement à la défense de l'art de la mise en scène.
Cette autre voie, pour reprendre la citation de l'historienne Roxane Martin, cette autre voie qui consiste à dire quelque chose du monde présent dans l'ici et maintenant de la représentation. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre soutien. Et maintenant, nous allons vous inviter à nous retrouver à la SACD, qui est la maison de tous les auteurs et autrices. Et donc, on va passer simplement, voilà, le générique de tous ceux qui ont contribué à cette manifestation. Merci. Et peut-être un grand merci aussi à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises, tous les participants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, soit par manque de place, soit par éloignement, et qui nous suivent en direct, enfin c'est enregistré, donc qui auront accès quand même à ce temps-là. Merci aussi à eux et elles.